Moyen-Ogooué est l'une des 9 provinces du Gabon. Il couvre une superficie de 18 535 km² avec pour capitale provinciale Lambaréné. Le nom Lambaréné provient d'un mot miénin, Limbaréni, et signifie « essayez donc ». Un avertissement lancé par le peuple gallois au peuple franc lors d'une attaque à l'époque coloniale. Bien des années après, les Français arrivèrent, ne sachant pas prononcer correctement le nom du village, ils décidèrent de l'appeler Lambaréné. Cette ville, bordée par l'Ogooué et de nombreux cours d'eau, favorise l'abondance de poissons et l'activité de pêche. C'est également une ville historique, ville du docteur Albert Schweitzer qui, au début du XXe siècle, décida de s'installer dans cette région particulièrement infestée de parasites et de maladies chroniques comme la lèpre pour venir en aide aux populations locales. Nous sommes ici pour parler du riche patrimoine de cette ville et de sa biodiversité importante. Guy-Philippe Soungay, conservateur du site Ramsar du Bas-Ogooué, sera à mes côtés tout au long de mon séjour dans la ville du Grand Blanc de Lambaréné. Allons-y le retrouver. Bonjour, conservateur. Après avoir fait le programme de notre journée, nous nous rendions au gouvernorat de la ville pour les civilités d'usage à l'autorité de la province afin de décliner le but de ma présence dans la ville du Grand Blanc. Par rapport à votre émission aussi, je ne parle pas trop, je vous laisse découvrir les paysages touristiques de la province de Moyen-Ogooué et vous serez émerveillés. Direction Gomo, l'un des premiers centres d'évangélisation du pays, situé à une demi-heure de Lambaréné. Conservateur, nous venons là de quitter notre lieu d'embarcation, donc qui est le centre de pêche de Lambaréné. Et là, nous nous dirigeons vers la mission Gomo, qui est une mission historique. Elle a été fondée en 1898, si je ne me trompe pas, par un pasteur américain. Ouais. Ouais. Ça c'est l'histoire, mais nous avons rencontré le pasteur Akita, qui sera le mieux placé pour nous donner toutes les informations nécessaires par rapport à la création de cette église évangélique du Gabon. Une des premières mission, oui, une des premières missions à l'intérieur du pays. Voilà, une des premières missions à l'intérieur du pays qui a favorisé l'installation de l'église évangélique au Gabon. J'ai très hâte de commencer justement par la mission Gomo. Oui, il faut commencer aussi par être plus proche de Dieu. Hein? C'est lui qui a tout créé. Voilà. Implantée au bord de l'Ogooué, en plein cœur de Lambaréné, la mission Gomo reste aujourd'hui un site chargé d'histoire. Les pasteurs furent ici très actifs et la mission d'évangélisation s'étendait aux villages voisins. Aïe, Moulane, Tangoni, le trajet, le voyage, le panorama de la nature. Agréable. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'être visité dans mon vieux site missionnaire? Pasteur, c'est la soif de connaissance. Ah, ça, c'est bien ça, c'est pas fréquent. Une étrangère, Oui. apprendre plus sur ce joli patrimoine. Ouais. Et j'aimerais que vous partagiez un peu vos connaissances, votre bibliothèque que vous avez, que vous gardez en vous. Oh là là, quelle déclinaison, je vous en prie. Nous allons conjuguer un déplacement vers les monuments. À cette époque, une scierie et une briqueterie employaient une trentaine de personnes. C'est d'ailleurs grâce à cette formation que la mission a pu se distinguer par une architecture remarquable en bois dur et en briques. Les gens disent, Mboulé, et puis se lève les mains, je te bénis.
Alors ici, vous avez l'église de Ngomo. Toutes les stations missionnaires ont une particularité. Toutes les églises sont situées sur des collines. Ça permettait aux missionnaires d'être un peu à la portée de la vision des sites. Non seulement dans sa situation géographique, elle est si historique parce que l'église permettait de mettre en relief à la fois la zone du quartier des garçons et la zone du quartier des filles. D'où ici, plus bas, dans ces maisons en terre cuite, c'était le quartier des garçons. Et l'autre côté au versant de l'église, c'était le quartier des filles. Parce qu'à l'époque, les filles et les garçons étaient complètement séparés et les responsables de l'éducation de ces enfants habitaient approximativement à côté des internats de ces enfants. Cette église date depuis 1935-36, à son inauguration. La terre avec laquelle on a utilisé pour faire ces briques, cette boue a été récupérée au niveau de la falaise plus bas, qu'on appelle Thié Yaroy. Et donc cette église avait pour but justement de rassembler les populations, d'emmener le message, parce que vous nous disiez tout à l'heure que Ngomo, Ngoma, en mienais, en langue mienais, veut dire le tam-tam, et Ngom en langue fon. Au-delà de ce nom de l'église, les villages environnants étaient ciblés et il y avait des annexes, donc des petites paroisses. Et en semaine, les missionnaires faisaient le tour de ces villages. Et pendant les grandes fêtes, ils allaient plus loin, vers Ashuka, vers Igenja, etc., pour célébrer les fêtes. Et maintenant, à la grande fête, ces populations se déversaient au niveau de Ngomo pour célébrer les grandes fêtes annuelles de l'Église, la Pâque, Noël, Pentecôte et Réformation. Ngomo avait pour vocation l'industrie et Sankit avait pour vocation l'agriculture. Donc, dans ces écoles de formation d'industrie, les enfants étaient formés à préparer les briques. Les briques ont été faites ici sur place, dans un four à briques. On les préparait, on les séchait et on venait les placer. Les pierres étaient taillées ici par l'un des plus grands responsables, le père du défunt, pasteur président Jean-Noël Oguligui. Ici repose le grand missionnaire Ernest Hog. Moi, je propose d'aller faire un tour à sa tombe. Volontiers, ce n'est pas loin. Là, je vais vous inviter à voir se recueillir à la pierre tombale du fondateur, la station de Ngomo, Ernest Hog. Alors, ici, vous êtes sur la tombe de Ernest Hog. Il est né en 1871 et il est mort en 1915. Il était accompagné de un de ses frères à Brésil, un missionnaire, Octave à Brésil, missionnaire de 1901 à 1924. Voici ici où reposent deux grandes figures qui ont travaillé en tant que missionnaires en Ngomo. Et là, à côté, vous avez tout le reste des pasteurs qui sont ici. Et Ernest Hog, il est mort très jeune? Très jeune. Il est mort très jeune, 44 ans. Alors, ce jeune garçon donné de tout son temps, ce sacrifice, ce labeur, et laisser ce patrimoine disparaître, c'est un crime contre la conscience et la mémoire de ceux qui ont mouillé leur maillot pour l'œuvre de Dieu. Ces maisons ont été construites à la même période. Je te retrouve là, Hervé, ici au bord de l'Ogoué, au village Ngomo, pour nous parler un peu de toi en tant que jeune du village. Comment se porte la population ici au village Ngomo? Merci. Et nous souhaitons encore la bienvenue ici au village Ngomo. La population se porte très bien. Comme vous avez pu faire le constat tout à l'heure, la population est très vieillissante. Pour la simple raison que la jeunesse, n'ayant pas d'activité sur place, au village, donc beaucoup sont obligés d'aller se chercher en ville pour trouver du travail en ville. Donc ici sont nos mamans
nos papas qui sont restés ici au village et qui ne veulent pas partir de ce village parce qu'ils sont nés ici. Nous tous d'ailleurs, nous sommes nés ici, on a grandi ici, on a appris là, à l'école de Ngomo. Je ne peux même pas citer le nombre de personnes qui ont appris dans cette école de Ngomo et qu'au jour d'aujourd'hui, Ngomo ressemble à ça, c'est triste. C'est triste. Donc, moi, ça me fait pratiquement 2 semaines, je suis là, je suis venu passer les vacances avec les enfants. Déjà apporter aussi ma contribution pour essayer de donner un coup de nettoyage au niveau de Ngomo, au niveau de la station de Ngomo. C'est quelque chose que je souhaite que tous les jeunes, tous ceux qui sont ressortissants de Ngomo, que chacun pense en Ngomo. Parce que Ngomo est en train de s'assombrir et Ngomo est en train de mourir. Maman, l'église là-bas à Ngomo, tu partais là-bas, vous partiez là-bas quand vous étiez jeune pour prier? Oh, mais je chante toujours à l'église avec les brebis. Vous avez vu beaucoup de missionnaires passer? Beaucoup de pasteurs? Oui. On a vu beaucoup de pasteurs, beaucoup de missionnaires, mademoiselle Pauline, beaucoup. Et aujourd'hui, vous êtes content de rester, de vivre ici avec tous vos petits-enfants? Mais nous, on ne peut pas bouger d'aller à l'heure parce que tout se trouve maintenant, les villages, ils vivent partout. Mais nous, on meurt là, on nous a laissés, nos grands-parents nous ont laissés. Ayons confiance en lui, il combattra pour nous. Chante. Notre Dieu est un guerrier. Après ces belles louanges, chantées par les derniers habitants du village Ngomo, je décide de marquer une pause à notre retour sur Lambaréné avant de reprendre la route pour rencontrer les jeunes de la sablière de Lambaréné installés au débarcadère du quartier Ewonjo Nengue. Donc, Omre, je te retrouve là au bord de l'Ogoué pour nous parler un peu de ton activité. Moi, je te propose de marcher un peu, le temps qu'on puisse discuter un peu de cette activité que vous menez ici au bord de l'Ogoué. Alors, comment cette activité d'extraction du sable de manière artisanale a commencé? Ouais, bon, on a commencé à extraire du sable ici artisanalement en 2001. Ça a subi à nos besoins et ça fait en sorte que la province se développe, parce que c'est nous qui développons la province en construction, quoi, oui, avec le sable que nous extrairons de l'eau. On a commencé normalement à prendre du sable des rivières dans des caniveaux. On a extrait ça avec des seaux dans les caniveaux et puis on les mettait en bordure de route. Mais vu que la demande a augmenté, du coup on s'est posé des questions si on ne pouvait pas prendre des pirogues pour aller de l'autre côté, pour amener un peu plus. Parce que dans les caniveaux, il n'y en avait pas assez. Vous êtes bien organisé, vous avez une association qui régule tous les jeunes qui sont dans votre association? Oui, on a une coopérative. On a une coopérative que Mme Baird nous a essayé de nous régulariser un peu, oui, se mettre en coopérative. On a une petite coopérative qui travaille là, on ne travaille pas dans le Et donc désordre. Là, vous utilisez des techniques vraiment avec... Vous utilisez en fait que des moyens de bord. Oui, que des moyens de bord. Que des moyens de bord. Ouais. Que des pelles et des pirogues. Et en faisant des seaux, bien sûr. Et là, l'activité est menée tout au long de l'année? Bon, ici, personnellement, elle s'est menée tout au long de l'année. Souvent, on a une petite pause au début du mois de juillet, parce que les eaux sont un peu trop hautes. Donc, une petite pause de peut-être un mois. Faire ça en longueur de journée, vraiment beaucoup de courage à vous. Merci à vous. Assoiffé de découvrir les merveilles que regorge cette partie du pays, le conservateur me propose de nous diriger dans une zone située à quelques heures de Lambaréné afin de découvrir toute sa diversité. Conservateur, nous sommes tombés là sur un troupeau d'hippopotames, l'une des merveilles du site Ramsar du Bazogoué. Oui, effectivement, c'est un animal, c'est l'un des animaux emblématiques de l'Ogoué. Nous avons aussi des lamantins, mais qui sont difficilement observables.
Mais l'hippopotame, on peut facilement l'observer. Ça fait partie des merveilles naturelles du site Ramsar du Bazogoué. Et là, justement, nous sommes en saison sèche, donc c'est la saison vraiment propice pour observer les hippopotames, parce qu'en saison de pluie, avec la montée des eaux, ils sont difficilement percevables. Oui, de telle quantité, on en voit rarement en saison de pluie, mais il y a toujours des petites familles qui subsistent et qu'on peut observer. Et ces animaux ont justement été longtemps chassés par nos grands-parents et très braconnés aussi, mais aujourd'hui, avec les actions que vous menez, leurs populations ont largement augmenté. Et j'espère que ces actions, les actions de sensibilisation auprès des communautés locales, auprès des villageois vont continuer toujours. Oui, on n'arrête pas la communication, on n'arrête pas la sensibilisation. Il faut qu'on développe des actions qui vont permettre à ces gens de bénéficier du retour des hippopotames. Et ça, il faut qu'on le voit ensemble avec les dirigeants, avec les communautés locales elles-mêmes. On ne va pas imposer des projets, mais il faut qu'ensemble nous réfléchissions comment trouver des moyens pour que le retour de l'hippopotame ne soit pas mal vu, mais il faut positiver. C'est ce côté-là que nous travaillons, que nous sommes en train de voir, réfléchir et voir ensemble avec les communautés locales. Pour mieux les observer, nous accostons sur une petite île qui se présente devant nous. Nous avons accosté pour pouvoir prendre les hippopotames de plus près. Donc là, on peut observer, mais c'est un jeune, il n'est pas très... On peut voir que les pattes sont vraiment rapprochées. Oui, c'est leur morphologie. Quand il fait trop chaud, ils ne vont pas être, parce qu'ils ont une peau sensible, donc ils peuvent rester dans l'eau pour se rafraîchir quand il fait très chaud. Et la nuit, ils remontent aussi parce qu'il y a la fraîcheur, mais il y a aussi la sécurité. Donc, ils sont moins visibles par leur principal prédateur qui est l'homme. Il faut être spontané, très rapide, parce que même s'il est à terre, dès qu'il va entendre le bruit enfin, quand il va sentir notre présence, sa sécurité, c'est dans l'eau. Voilà. Quand il mange la nuit, vous pouvez savoir que là, il y a un hippopotame par le claquement de sa mâchoire. On peut l'entendre de loin? Oui, de loin, vous entendez bien. Ouais. Et là, c'est des tonnes et des tonnes. Ah oui, donc imaginez, c'est un animal qui écrase des pirogues. Pas seulement en dehors de sa masse, mais il arrive à renfermer sa gueule sur une pirogue, la pirogue se casse. Nous sommes là à la rive Pélican. Oui, c'est un bras de l'Ogoué qui donne au lac Onangé. Les populations locales appellent ça Oremboa Gouma. Donc la rive des fromagers, les Seba, tous ces grands arbres-là, ce sont des fromagers. D'où le nom Oremboa Gouma que les locaux ont baptisé à cette rive-là. Et les Occidentaux, face à cette multitude de pélicans qu'ils voyaient quand ils traversaient, ils l'ont appelé la rive aux pélicans. Donc, localement, le nom c'est Oremboa Gouma, qui veut dire la rive aux fromagers. Et de manière maintenant moderne, c'est maintenant la rive aux pélicans. Parce que le nom justement vient de sa forte population de pélicans. Est-ce que les pélicans sont présents tout au long de l'année? Tout au long de l'année, on trouvait une très grande population de pélicans, mais avec, nous constatons, ou nous avons l'impression, nous supposons qu'avec la baisse de quantité de poissons dans le site, ils se nourrissent principalement de poissons. Donc la baisse de nourriture les a probablement amenés à s'exiler à d'autres endroits. Mais sinon, on les trouve toute l'année et parfois grande concentration, parfois petite concentration. Ils sont magnifiques et ils sont énormes. Oui, c'est un des plus grands oiseaux qu'on trouve au Gabon. La rive Pélican est vraiment magnifique.
Oui, Elle est très reposante d'ailleurs. Oui, c'est une petite rive par rapport aux autres, hein, par rapport à la grande rive qui mène vers Port-Gentil. C'est une petite rive, mais elle est très sinueuse. Donc il faut avoir un bon pilote, un bon connaisseur. Parce qu'avec les bancs de sable en saison sèche, si on ne connaît pas le chenal, on peut se planter facilement. Nous avons un bon groupe de singes là. Hein. Ce sont des hocheurs. Ils sont en train de manger des fruits de céba, dans les fruits de fromager. Les jeunes fruits qui sont encore tendres, doux. Voilà. Ils sont en train de... Tu peux regarder si tu veux. Oui. Tu peux même te lever, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu vas mieux apprécier le spectacle. Elle se gratte même le dos. Il y a une qui se gratte le dos. C'est ça, là. Ouais. Tu as vu? Ouais. Voilà, c'est super ça. Ouais. Il y a même un autre petit à côté. C'est sur cette rivière Pélican, encore appelée Oruemboirouma par les locaux, que moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission.